Je dois vous dire, pour commencer, que je suis très heureux de me trouver devant vous, puisque voilà un public idéal pour moi, puisque vous êtes développeur, donc tourné vers l'innovation, très sensible à l'innovation. Et le sujet que je vais vous présenter, donc le futur de l'astronautique, finalement, vous verrez qu'on vit en ce moment, peut-être certains d'entre vous s'en sont déjà rendus compte, on vit une innovation, une révolution tout à fait déterminante pour l'avenir de nos activités. C'est la révolution astronautique, la révolution de l'accès à l'espace. Alors, je suis désolé de dire que ceux d'entre vous qui auraient aimé un approfondissement des sujets concernés sur le plan technique seront peut-être un peu déçus, parce qu'évidemment, en 20 minutes, c'est pas facile, mais ces personnes-là pourront toujours se consoler en trouvant ce bouquin dont Devox vous offre un certain nombre d'exemplaires que je serai content de vous dédicacer, où les détails techniques sont abordés plus nettement. Alors, j'appuie sur le bon bouton. Voilà. Alors, depuis 50 ans, en fait, depuis le début de l'ère spatiale, on s'est intéressé aux possibilités d'envoyer des hommes dans l'espace pour faire un certain nombre de tâches. Bon, Gagarine, ça fait à peu près 50 ans, 60 même. La Lune, ça va faire, c'était en 69, donc vous voyez, ça va faire un demi-siècle. Et il est vrai qu'à ce moment-là, quand on a fini Apollo, un certain nombre de gens pensaient qu'on allait continuer, qu'on allait s'installer sur la Lune, puis aller sur Mars, etc. Bon, c'était conçu toujours comme un projet institutionnel, c'est-à-dire que la finalité essentielle était scientifique, donc c'était des budgets étatiques. Donc, qui dit budget étatique, dit forcément c'était un projet politique. Mais depuis quelques années, enfin, ça existait avant, mais depuis quelques années, ça s'est concrétisé. Cette idée d'aller sur un autre monde, de s'y installer, intéresse de plus en plus un certain nombre de gens. Et en fait, c'est à la fois pour des motivations éthiques, je ne développerai pas ici, mais on peut imaginer lesquelles, mais aussi pour des motivations de business. Il y a un certain nombre d'entrepreneurs innovants qui n'ont pas peur du risque, qui considèrent qu'il y a un potentiel d'activité nouvelle dans ce domaine et qu'il faut donc essayer de s'y intéresser. Alors, le champion de ce mouvement, c'est indéniablement Elon Musk, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, qui est un multi-entrepreneur tout à fait performant et brillant. Mais il n'y a pas que lui. Je vous parle de Musk parce que son projet phare, c'est de permettre le développement d'un système de transport spatial qui permette d'aller à bon marché, s'installer sur Mars. Mais vous avez aussi ici les photos de Richard Branson avec le tourisme orbital, de Bigelow, le magnat de l'hôtellerie qui veut développer un hôtel touristique en orbite terrestre, ou évidemment Jeff Bezos d'Amazon, l'homme le plus riche du monde aujourd'hui, qui investit de ses fonds propres 1 milliard par an dans le développement d'un lanceur indépendamment de tout financement public. Alors, avant de rentrer dans le détail des motivations du côté institutionnel et du côté privé, on peut s'interroger pourquoi vise-t-on Mars particulièrement. Alors, il faut bien reconnaître que historiquement, les seules initiatives concrètes qui ont été lancées pour relancer l'astronautique après Apollo, il y en a 3. Il y en a eu, donc Apollo, c'est l'arrivée sur la Lune 69. 20 ans après, 89, le président Bush senior veut relancer la conquête spatiale, c'est la Space Exploration Initiative. Et 2004, Bush junior recommence
et relance une initiative, un programme qui s'appelle Constellation. Alors, ces deux tentatives ont échoué, elles ont été abandonnées parce qu'en fait, les dirigeants américains, les présidents, ont considéré que les ressources budgétaires nécessaires n'étaient pas disponibles. Donc on concourait à l'échec de toute façon. Alors, actuellement, le président Trump vient de décider à nouveau que les États-Unis, avec l'Europe, allaient relancer un programme qui commencerait par l'installation sur la Lune. Donc, à chaque fois, vous voyez, il n'y a pas eu vraiment de programme décidé, mais quand on a voulu en décider un, ça s'est arrivé 3 fois dans l'histoire, la dernière c'est Trump, ça s'est mal passé, puisque finalement, les ressources n'ont pas été mobilisées pour permettre cette réalisation. Alors, ces programmes, il est vrai, visent une première étape lunaire qui est conçue comme une étape préparatoire à un futur voyage vers Mars, mais l'objectif final, c'est bien d'aller vers Mars. Simplement, les agences ont tendance à considérer qu'elles n'ont pas les moyens ni la capacité de prendre des risques suffisantes pour se lancer directement dans ce voyage lointain. Alors, quel est l'intérêt de Mars du point de vue astronautique? Le premier intérêt, c'est que c'est la destination dont l'environnement est le plus favorable. Hein, de toute façon, c'est pas respirable, hein, il faudra vivre dans des espaces confinés, mais la durée du jour est la même que sur Terre. Ça, c'est quand même intéressant, parce que sur la Lune, par exemple, le jour dure 28 jours. C'est-à-dire que vous avez un jour de 14 jours et une nuit de 14 jours également, ce qui pose des problèmes thermiques, etc. Mais l'intérêt principal de Mars, c'est qu'elle dispose d'un large spectre de ressources in situ qui sont facilement exploitables. On trouve, si vous voulez, sur place tout ce dont on a besoin, en particulier de l'eau en abondance, certes sous forme de glace, mais qui permet donc d'obtenir de l'oxygène, de l'hydrogène, du carbone dans l'atmosphère, des sels minéraux, des argiles, etc. Alors, sur le plan astronautique, évidemment, c'est beaucoup plus loin que la Lune. Ce qu'il faut comprendre, que beaucoup plus loin, ça ne se traduit pas par beaucoup plus d'énergie, parce qu'en fait, la majorité de l'énergie, elle sert à s'extraire du champ de gravité terrestre. Après, que vous alliez vers la Lune ou vers Mars, la différence est relativement minime. Par contre, qui dit voyage lointain, dit durée, ça dure minimum 6 mois le voyage pour aller là-bas. Et deuxièmement, isolation complète, c'est-à-dire que si vous avez le moindre problème, vous êtes obligé de vous débrouiller par vous-même. Bon, je passe là-dessus, c'est ce que je viens d'expliquer. Voilà, donc je viens maintenant un peu sur le détail des motivations politiques. Elles sont à 4 niveaux. Le niveau le plus direct, le plus facile à comprendre et qui fait consensus, c'est évidemment l'aspect scientifique, avec 2 thèmes principaux, la planétologie comparer Mars et la Terre, pour mieux comprendre la Terre, et un deuxième sujet qui est plus populaire, je dirais, qui est de s'approcher des mystères de la vie, parce qu'on espère trouver sur Mars des terrains qui datent de l'époque où la vie est apparue sur Terre, alors que sur Terre, ces terrains ont disparu du fait, en particulier, la tectonique des plaques. Le deuxième niveau, c'est les objectifs de développement économique. On se rend compte que, évidemment, travailler dans des projets de technologie avancée comme ça, ça donne de la compétitivité, ça donne de l'innovation. Il y a le phénomène de l'influence géostratégique. Aujourd'hui, on ne peut prétendre être une grande puissance si on n'a pas une place dans l'espace, compte tenu de l'importance des moyens spatiaux, aussi bien dans la vie économique que dans le renseignement, que dans, évidemment, les applications militaires. Et enfin, pour nous, associations, c'est très important. On considère que avoir de tels grands projets, c'est qu'un exemple, mais c'est un exemple particulièrement frappant, c'est un moyen de remotiver la jeunesse aux métiers techniques et scientifiques, ce qui est évidemment une condition essentielle pour que nous gardions notre indépendance en matière
d'investissement et qu'on ne se transforme pas à terme, disons, à un Disneyland touristique. Ce qui est très bien, mais enfin, peut-être pas suffisant. Alors, quelques mots de la façon dont les institutionnaires ont conçu ce projet depuis 50 ans qu'ils y réfléchissent. Vous voyez voir, on a eu à peu près une cinquantaine de projets. La cadence de production des idées des projets était à peu près d'un par an, c'est absolument effarant, tous plus ou moins alambiqués. Et vous avez là une image de ce que propose finalement actuellement la NASA. Ça s'appelle la Design Reference Architecture. Ça date de 2009. Et rien que l'image montre qu'on est sûr que ça ne se fera pas. Parce que regardez le nombre de lanceurs qu'il faut. Il prévoit 7 lanceurs lourds, des lanceurs de la taille du Saturn V lunaire pour faire une mission. Et il y a 8 modules différents qui interviennent dans cette mission. Le coût, évidemment, ce lanceur, qui est actuellement péniblement en développement à la NASA, son lancement est estimé à 1 milliard à chaque lancement. Bon, on est vraiment inquiet. Enfin, moi, j'ai assisté, j'étais présent à un congrès où il a été présenté ce projet pour la première fois, et j'ai posé la question, je lui ai dit, mais vous savez bien que ça sera infaisable, c'est complètement beaucoup trop coûteux. En fait, c'est un project killer. Et en fait, c'est une hypothèse qui m'est personnelle, mais curieusement, ce projet a été présenté au moment où Obama a décidé d'arrêter le projet. Donc, à mon avis, il a commandé à la NASA une élucubration qui lui permette de dire que c'était infaisable. C'est personnel. Hein. Alors, c'est un peu décourageant quand même de voir ça, de voir qu'en 50 ans, les agences n'ont pas été capables de se mettre d'accord sur ce qu'il fallait faire. Enfin, les agences et les parlements, les gouvernements. Mais depuis quelques années, l'espoir renaît grâce à cet homme-là, Elon Musk. Alors, vous voyez une photo où il présente la maquette du Falcon Heavy. Vous avez certainement eu l'écho médiatique qu'a eu le premier lancement de ce lanceur avec la Tesla qui est envoyée dans l'espace. Cette photo date de 2002, je pense. Et à l'époque, évidemment, il comptait développer ce lanceur en quelques années. Il a mis un peu plus de temps que prévu, c'est toujours comme ça. Mais aujourd'hui, Falcon Heavy est le lanceur le plus puissant du monde. C'est-à-dire qu'avec un développement purement privé, sur des specs privés, il a construit et fait voler le lanceur provisoirement le plus puissant du monde. C'est quand même quelque chose, surtout que sa société, SpaceX, il l'a fondée en 2002, ça fait pas si longtemps que ça, 15 ans, avec un capital de 250 millions qu'il sortait de sa revente des parts de PayPal, puisque c'est un co-créateur de PayPal. Et l'objet, ce qui est le plus remarquable, c'est que l'objet de cette société, c'est tout simplement de développer un système de transport interplanétaire suffisamment bon marché pour permettre une éventuelle colonisation de Mars. Alors, il faut noter que l'empire d'Elon Musk, ce n'est pas que SpaceX, c'est évidemment aussi Tesla, dont vous connaissez peut-être les péripéties. Tesla, le premier fabricant de voitures totalement électriques, qui se débat avec des problèmes financiers actuellement dignes de Musk, parce qu'il aime le risque à tous les niveaux, y compris au niveau financier, et je dois dire qu'il n'a pas que des amis dans le milieu des affaires américains. Alors, pour aller sur Mars à un prix raisonnable, voilà ce qu'il imagine. Ça s'appelle le BFR, Big Falcon Rocket, ou moins poliment, Big Fucking Rockets. Vous la voyez là, c'est à peu près la hauteur de Saturn V, 9 mètres de diamètre, charge utile envoyée en orbite basse 150 tonnes. Qu'est-ce qui caractérise ce lanceur? C'est une réutilisabilité totale. Vous voyez, il y a 2 étages. Le premier étage,
qui est un booster, et le deuxième étage qui fait aussi office de vaisseau interplanétaire. Bon. Au lieu des 8 modules, on n'a plus que 2. Ils utilisent le même moteur, donc un seul type de moteur, et c'est totalement réutilisable, on ne jette rien. Deuxièmement, les ergols de retour, une fois qu'on est sur Mars, pour revenir, on fabrique le carburant et l'oxygène liquide sur place, ce qui est évidemment beaucoup plus avantageux que de la mettre de la Terre. Alors, il veut aussi que les durées de 3AG soient réduites, parce qu'il y a une chose qui inquiète beaucoup les concepteurs dans l'idée d'un voyage vers Mars, c'est les radiations cosmiques. C'est-à-dire que dans la galaxie nous envoie continuellement, on en reçoit ici, vous n'en rendez pas compte, mais c'est quand même bien amorti sur Terre par l'atmosphère et par le champ magnétique qui nous protège. Lorsque vous êtes dans le vide interplanétaire, vous recevez en plein ces particules qui, si on en reçoit trop, peuvent poser des problèmes de santé à terme pour les individus. Donc, une bonne façon de réduire drastiquement ces radiations, c'est d'aller plus vite. Les rayons cosmiques, on ne peut pas s'en protéger. Il faudrait des écrans énormes, ça peserait des centaines de tonnes. Par contre, si vous faites le voyage en 3 mois au lieu de 6 mois, vous avez 2 fois moins de doses. Une fois arrivé, vous pouvez vous enterrer, vous pouvez faire des habitats recouverts de sol, de sable, de régolithe, et ça vous protège. Alors, ce qui est surprenant quand même, moi, le jour où j'ai vu l'annonce de ce projet, je suis tombé sur le derrière, heureusement j'étais assis déjà. 100 passagers. Hein, les projets institutionnels d'exploration, c'est 4-6 passagers. Là, non, moi je vais emmener 100 passagers d'un coup, parce qu'ils prévoient une capacité de transport de masse. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est le dernier point. C'est-à-dire que non seulement il veut avec ça permettre la colonisation de Mars, mais il veut rentabiliser le projet en l'utilisant dans d'autres applications. Il propose le voyage sur la Lune avec juste un lanceur au lieu de 7, et en même temps aller-retour direct. Il peut envoyer en orbite géostationnaire directement des satellites très lourds. Il peut envoyer des constellations de satellites en 40 ou 100 satellites à la fois, comme on aura dans les constellations Internet, dont une est en projet chez SpaceX. Et à tel point qu'il prévoit que les lanceurs plus anciens seront mis au rang K. Tout sera fait par un seul lanceur. Donc, du point de vue économique, c'est très, très intéressant. Alors, on en vient à la colonisation. C'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens, en particulier beaucoup les jeunes. Il faut rester quand même très prudent. Aujourd'hui, ça reste quand même un sujet un peu utopique. Alors, il y a des conditions de base pour pouvoir en parler. C'est effectivement d'avoir un système de transport relativement économique. Musk dit que ce sera moins d'1 million le ticket, peut-être moins de 500 000 $. Bon, on n'y est pas, hein, parce que pour l'instant, il a prouvé qu'il savait récupérer les lanceurs, les fusées. Il en a encore fait un avant-hier, je crois. Par contre, entre récupérer et réutiliser, il y a un petit inconnu qui est la remise en condition. Si la remise en condition est trop chère, par exemple, c'est comme sur la navette spatiale où après chaque vol, pour une question de sécurité, ils étaient obligés de descendre les 3 moteurs et les inspecter et les remonter, ce qui est évidemment très onéreux. Voilà. À quoi va-t-il arriver au point de vue maturité technique de ce point de vue-là? Ça reste à prouver. Ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition, c'est de trouver un tour de table financier qui permette de financer la colonie. Je n'arrive pas à revenir en arrière, c'est en dessous. Voilà. Et ce tour de table, il est caractérisé par son importance déjà et par le fait que c'est par définition un investissement à long terme et quand même très risqué. Bon. Moi, je suis assez confiant sur le fait qu'il le trouvera, en particulier en finançant grâce aux revenus de SpaceX.
il y a aussi un certain nombre de difficultés techniques que j'ai citées là. J'insiste surtout sur le système de support vie. Il faut être capable d'assurer avec une grande sécurité l'environnement vital nécessaire aux voyageurs. Et il y a un autre problème, c'est le dernier point, j'insisterai là-dessus, c'est la génération d'énergie. Parce que j'ai dit qu'il y avait toutes les ressources sur Mars, mais il faut les exploiter. Par exemple, l'eau, c'est bien, mais si vous voulez de l'oxygène et de l'hydrogène, il faut faire l'électrolyse. Et l'électrolyse, ça consomme une quantité d'énergie phénoménale. Donc on aura besoin sur Mars de beaucoup d'énergie, ce qui est un petit problème. Alors, pour terminer, c'est bien de parler de colonies, mais quand vous parlez de colonies avec des gens qui sont un peu sceptiques, à la fin, ils vous posent la question, bon, ben, supposons que ça soit faisable, mais pour y faire quoi? C'est vrai. Pourquoi aller s'enfermer dans des habitats clos pour toute sa vie ou aller en scaphandre tout le temps? Ben, la réponse, c'est qu'il y a des gens qui ont envie de le faire. Hein, c'est déjà ça, mais c'est quand même un petit marché, c'est pas des millions de personnes. Mais ça peut justifier effectivement une offre de service. Mais en fait, il faut que le projet de colonisation, si on veut trouver les financements, démontre un équilibre économique, une rentabilité. Alors, il y a beaucoup d'idées plus ou moins folklore qui ont été émises à ce sujet, exploitation de ressources, etc. Moi, je me suis attaché à faire une étude économique, un modèle économique, où je fais partie des idées suivantes. Je me suis dit, pour qu'un business réussisse sur Mars, il y a au moins 2 conditions. La première, c'est qu'il faut qu'il soit spécifique à Mars. Sinon, on le fera ailleurs. Hein, ce n'est pas la peine d'aller si loin si on peut le faire ailleurs. Et deuxièmement, il faut qu'il comporte un minimum de transfert de pondéreux, donc le plus dématérialisé possible. Et j'ai abouti à l'idée que l'offre de résidence était probablement une possibilité. L'offre de résidence, ça veut dire quoi? On va construire un Club Med ou des laboratoires, des locaux de recherche, et on offrira un voyage plus séjour, tous les services attachés, d'une part à des touristes wealthy, comme on dit, qui ont des moyens, et d'autre part à des scientifiques qui sont missionnés par leurs organismes. Donc voilà, j'insiste là sur quelques-uns des problèmes majeurs pour réaliser la colonisation. L'énergie, la production alimentaire. On imagine qu'il faut à peu près 100 à 200 mètres carrés de surface cultivée par habitant. Et puis la nécessité de réaliser à partir des ressources locales des habitats d'une façon un peu industrielle, puisque en moyenne, il arriverait une personne supplémentaire par semaine. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Aujourd'hui, voilà comment je vois la chose, moi. La colonisation reste un thème porteur, mais qui reste une utopie. Sa faisabilité reste à prouver. Mais de toute façon, je pense que SpaceX, à moins qu'il arrive des problèmes graves à Elon Musk, va réussir son opération. Il va le faire voler. Il est déjà en train de fabriquer le prototype du premier exemplaire. Et on aura donc d'une part des avancées probantes de SpaceX et d'autre part la création, grâce à ça, d'une dynamique qui va entraîner les agences NASA pour avoir finalement un partenariat public-privé. Merci beaucoup, Président.